bad. You are I just want to say good morning. Good night. You're funny. Good morning. Good afternoon. That's a new one. I am so buttoned. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue à la première journée, la journée d'ouverture de la RIAP et à sa 20e édition. Donc, hi, welcome to the RIAP opening day. Most of the presentation will be done in French today, but we have one part with Bruce Barber in English. La RIAP de cette année est très très importante pour nous. En fait, il s'agit d'un événement colossal que nous sommes fiers de pouvoir vous présenter. On a travaillé pendant des mois, voire des années pour certains, sur le projet. On est très fiers de pouvoir vous présenter donc cette 20e édition. À l'instar de la production du livre En Action 1958-1998, l'ARIAP de cette année se veut être une revue des 20 dernières années en art performance et ce, à l'échelle mondiale. C'est pourquoi, en fait, on a fait venir une soixantaine de spécialistes pour collaborer au projet et qui vont ensuite être divisés en 4 volets qui s'échelonnent à partir d'aujourd'hui et qui se terminent en décembre prochain. La programmation de l'ARIAP est faite par des pages géographiques permettant ainsi de contextualiser les différentes pratiques dans leur situation économique, politique et sociale. Pour ce premier volet, nommé Canada et Autochtones, l'équipe a donc réuni des spécialistes du territoire canadien afin de discuter et de faire un retour sur les 20 dernières années en performance dans les régions de la respective. En plus des journées de conférence, chaque volet présente une soirée de performance qui va être commissariée en fait par un de nos collaborateurs, ainsi qu'une exposition d'archives qui se compose des documents photographiques et vidéos des 20 dernières années en performance. On vous invite d'ailleurs à participer à toutes ces activités qui commencent aujourd'hui. Donc, après les conférences, nous allons avoir le vernissage ici à 17h de l'exposition d'archives que vous voyez en primaire. À 19h30, on se déplace à la Chambre Blanche pour la soirée de performance autochtone. Et 23h, si le cœur vous en dit, on commence le party d'ouverture même au lieu. Donc, avec nous aujourd'hui présent, Francis Echenizi, qui va présenter la partie québécoise de la RIAP, et Bruce Barber, qui est ici pour parler de la côte est canadienne. Voilà. Oui, j'ai oublié de mentionner la première soirée de performance qui a lieu ce soir est commissariée par Guy Sioui-Durand qui, en parallèle, organisait la RIAPA qui a lieu en fin de semaine également. Je crois que quelques-uns d'entre vous ont pu y aller. Avant de présenter les invités d'aujourd'hui, j'aurais voulu laisser la parole à Richard, qui, je crois, a quelques mots à nous dire. I will do it in English only because I don't want to translate my French to English. Anyway, so yes, of course, the idea was that some years ago, 20 years past ago, we have made this big book about action art from 58, 78, and 78, 98. At the moment, from 78, 98, it was a bit something new. There was about 27 countries was involved in this big book. They have also a translation in Spanish by Institut Alain-Serre Arte Moderne. They have a French, Spanish version many years ago. And then, so there was about 27 different countries, including, of course, the 60s with Fluxus and body art and things like that. So, and then the idea was, because also it was a success, we have printed 1,500 copies. There are only 2 we have here, and it's a bit of a problem because the review, I don't know in English, the paste up is not so good. Anyway, so when the idea was said, okay, it was in 98, so that's which I tried to do the same for 98 to 2018. So the idea was to contact, and now it's performance is more than 27 countries that it was at the time. You know, it's about
We have contact 60 different per person in 60 different countries because we have made this research about for take 5 to 6 months only to make the research to find a good person with our friends like Sean Bonaviso in Bangkok or Boris Istori or in Germany and Europe and Victor Munoz in Mexico and so on. So we have this contact, very good person who, and Bruce also who makes suggestions from New Zealand and Australia and things like that. So we have contact, good person. We think we have found a good one to come to make overview of the 20 last year about 98 to 2018. This is the main idea is to contact, to have this information. Of course, many people said the book is not so fashionable, but no, but we still think that it's interesting to have paper. And then, so anyway, we will archive all this. We are going to talk from now to the end, to December. As Celia told you, there are also 4 nights of performance because normally the festival is including, we make festival in 2 or 3 weeks, but now the festival will be finally until December, but we have lecture, we have also exhibition. This is exhibition about performance in Canada. Most of it's not complete because it was difficult to start this big event with this documentation. At the back there is a video when we asked William, who worked with us, to put one side to another everything that we have in the archive about Canadian artists who make performance in the video. He said there is probably 250 person who are making performance from Canada in the video from the beginning to now. That is a big thing also. So for us, archiving is very important. So this idea of making the book is because we think that's important to keep this in memory. And second thing also important is the creation of networking. I mean that this next book will be possibly we have the possibility to be in touch all these persons together to make something else. And of course, what we think is that the organizer of performance festival in many countries, like in Quebec, another person that I have in front of me, sometimes key person who know very well the situation in their country, who are organizer and they are very quick to know how to find things and how to contact the media and so on. So this is important for us to do it also, to create this mega network that we think because with this book we have found that there was a first step of networking very the idea of the lieu since the beginning was like this, so people know it. Anyway, so this is the idea of making this big meeting and including inside documentation from photo performance and also live art, because there will be tonight there will be First Nation performance in Charleville. In October it will be c'est-tu en octobre? No, in October will be America, so there will be c'est-tu les c'est qui va être en octobre? C'est-tu les non, les performants. Okay, it's an artist from Cameroon will come in October. In November will be artists from Northern Ireland, and then also in December will be artists from Myanmar, ex-Birmanie. So we also tried many times to find different countries to regenerate performance art for us in different cultural areas that we think is very important. I want not to talk so much, but for the here we are also organizer of Festival of Performance in Canada, because we have last 2 days we have this big discussion here about this. And then as I said to you also, perhaps at the end of the afternoon you can take a copy of this one, because of course it's 10 years ago, but it's still good, because we are making in 2008 overview about situation in Quebec City, in visual art, architecture, urbanism, poetry, and this also is bilingual, so it is French and English. But at the moment, the situation don't have much change in this time. It's still interesting for documentation for people who said they want to know what's
arriving in Quebec City of the last 20 years, 40 years finally. So this is the main situation why we bring all these people to here. We divide, as Celia do, in 4 different parts, and then this is the first today, it's just a bit, moi je dis, c'est un chef mon terme en anglais, mais je ne le dirai pas parce que bon, c'est trop méchant, mais on est, we regret that the Arts Council of Canada don't collaborate to our I think there's a big problem now. C'est clair. And I don't want to talk about this. On va maintenant passer à la conférencier. On va d'abord commencer avec Francis Echenesi. Il est un artiste, enseignant, commissaire québécois. Il détient une maîtrise en performance de l'UQAC et un doctorat en études et pratiques des arts de l'UQAM. Depuis 2002, il a réalisé plus de 130 performances dans 22 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Il enseigne présentement au Cégep Marie-Victorin à Montréal. Il donne des ateliers en performance un peu partout au Québec ainsi qu'à l'international. Il sera d'ailleurs en Espagne dans 2 semaines pour donner un atelier de performance. Echenesi a publié plusieurs articles dans des revues spécialisées au Québec et en France. Également au Brésil, dans une revue qui s'appelle Performatus, excusez mon portugais, l'IGA en France, zone occupée au lac Saint-Jean. Et il est avec nous aujourd'hui pour présenter la performance au Québec. Francis is an artist, a curator, a teacher, and a performer from Quebec City. Therefore, he will be giving a talk in French today. If you have any question in English at the end, he will be able to answer you. So that's it. Je te laisse la parole à toi, Francis. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment super que vous soyez là. En fait, la conférence que je vais faire, ça va être uniquement en français. Si jamais vous voulez avoir une traduction en anglais, je crois qu'il va falloir attendre la publication qui va sortir en 2019 de Hors Action 2020. Donc, pour Hors Action 1998 à 2018, je vais vous faire un petit résumé du texte qui est là. C'est sûr que je ne peux pas tout dire en 45 minutes, mais si jamais je n'ai pas répondu à toutes vos questions, vos hypothèses ou vos questionnements, à la fin, ça me fera plaisir de vous répondre, même après la conférence, si vous êtes trop gêné de poser des questions Donc, les artistes, en fait, du 21e siècle, ils ont vraiment articulé plusieurs études sur leur action. Je vais vous en dire quelques-unes, comme disons, il y a eu l'art relationnel, la manœuvre, le multimédia, il y a eu le furtif, l'installation, le reenactment, il y a eu les actions LGBTQ, il y a eu l'activisme, il y a eu des propositions collectives, des propositions associatives, des propositions qui sont clandestines. C'est sûr que tous ces mouvements de pensée-là, qui sont intergénérationnels, ça a vraiment créé un engouement pour la performance, autant chez les artistes que chez le public. Et puis, encore aujourd'hui, c'est ça continue de grandir. Cette conférence-là, je l'ai divisée à peu près en 3 axes, dans les axes qui ont des sous-axes. Donc, je vais parler premièrement des pôles majeurs, en fait, événementiels au Québec. Je vais après me diriger vers les différents courants de pensée qui ont constitué la performance et je vais finir par l'institutionnalisation de leur action. Les pôles majeurs, en fait, on les connaît. Depuis 1980, la rencontre internationale dans performance de Québec, donc la RIAP, dans laquelle on assiste aujourd'hui, ça a vraiment influencé beaucoup d'artistes, beaucoup d'organisateurs, beaucoup de commissaires et même des centres d'artistes. Quand on se dirige vers les années 90, en fait, je crois que le mois de la culture à Montréal, le mois de la performance à Montréal, en fait, qui est organisé par la centrale, donc Powerhouse,
vraiment élargi la notion de performance. Pourquoi? Parce qu'elle a enraciné l'histoire de la pratique féminine sur la scène artistique. Et puis, supposons qu'on prend ces deux organismes-là, ça a vraiment contribué à ce que le Québec devienne l'une des capitales en performance. Si on voit un sous-axe de ce pôle-là, dans les années 2000, c'est qu'il y a eu des pôles secondaires qui se sont créés, qui ont émergé au Québec en tant qu'événements et qui sont devenus des festivals. Donc, il y a eu la Biennale du performatif à Rouen, il y a eu Viva Art Action à Montréal, et puis au Saguenay, il y a eu Art Nomade, Rencontre internationale d'art performance. Donc ça, c'est avec les années, ces sortes de festivals-là qui ont été vraiment mis à l'avant, c'est devenu vraiment incontournable, je crois, pour même une sorte de tremplin pour les artistes qui sont allés là, et pour plusieurs artistes finalement qui sont en performance aussi au niveau événementiel. Si on voit en Abitibi, comment ça a fonctionné au début, c'est que le Centre des artistes en art visuel de l'Abitibi-Témiscamingue, ils ont lancé leur premier festival de performance en 2002 jusqu'à 2004. Puis l'idée, c'était vraiment de stimuler les artistes, la relève, pour se lancer dans la création. Là, par la suite, il y a eu Mathieu Dumont et Geneviève Crépeau qui se travaillent finalement à l'écart, qui se sont réappropriés cet événement-là, puis l'ont converti à une sorte de biennale du performatif dès 2006. La particularité de ce festival-là, c'est qu'il y a rien quand même de la musique, du théâtre expérimental, des ambiances qui sont quand même humoristiques, saugrenues, puis ça devient comme une sorte d'espace laboratoire pour réfléchir cette pratique-là avec des formes d'art diversifiées. Si on va à Montréal, c'est qu'il y a eu vraiment peu d'action sur la scène montréalaise dans les années 90. Puis, les artistes, en fait, préféraient se diriger plus vers la danse, le théâtre ou le monde du spectacle parce que c'était des pratiques qui étaient plus rentables. Il y a Patrick Lacasse puis Alexis Bellavance, eux sont arrivés puis ont voulu implanter Viva, qui était une sorte de continuité du mois de la performance qui a eu lieu entre 1994 et 2004. Et puis, eux autres, l'idée c'était de promouvoir la performance, avoir une meilleure compréhension par rapport à ce qui se faisait dans les pratiques actuelles. Qu'est-ce qui est important, c'est que Viva, c'est vraiment associé à plusieurs centres, mais plutôt des personnes qui croyaient en Viva. Il fait vraiment chaud. Donc, ils sont alliés à Anne Bertrand, qui était à Skoll, à Mathieu Beauséjour à Clark, Catherine Baumer à Articule, Jean-Pierre Cassis à Dardar, Anessa Amni à la Centrale, puis Geneviève Matteau à Praxis. Donc, les influences de Viva, aujourd'hui, c'est quand même très axé sur le Feminist Community, Building Practice, puis toutes les autres valeurs qui étaient finalement à la fondation de Viva. Si on va vers le Saguenay, donc à Art Nomade, ça a été cofondé par Étienne Boulanger et moi-même en 2006. Puis l'idée, c'était vraiment de dynamiser l'art en périphérie des grands centres, puis de promouvoir en fait l'audace de vivre, qui est du moins poétique. Puis, l'idée, c'était de développer un important réseau sur le territoire, puis on s'est allié avec différentes structures culturelles au sein de Saint-Jean, au Québec, au Canada, à l'étranger. Puis, qu'est-ce qui était vraiment important avec ce festival-là, c'est que le noyau événementiel principal soit au Saguenay. Donc, comme on peut voir, les pôles majeurs, les pôles secondaires que je viens de décrire, ça a vraiment fait que la performance est devenue une pratique qui est non négligeable dans l'histoire de l'art du Québec. Puis, ça a vraiment modifié nos perceptions de voir, de faire, de comprendre le monde. Puis, c'était via des questionnements existentiels, identitaires, etc., artistiques.
thématique ou un sous-axe, la performance hors les murs. Donc, dans les années 90 et les années 2000, les artistes ont voulu vraiment échapper aux structures culturelles en construisant en fait des modes d'existence qui peuvent être dans la démesure ou dans le clandestin. Il y a eu deux phénomènes qui sont apparus. Premièrement, en fait, il y a eu beaucoup plus de femmes qui se sont produites en leur action. Puis deuxièmement, en fait, les artistes se sont intéressés à l'accessibilité de l'art dans l'espace public. Donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils voulaient, c'était d'introduire des artistes, de s'introduire finalement dans des lieux qui étaient un peu inusités, comme disons faire des performances dans des églises, dans des parcs, dans des épiceries, dans des terrains vagues, dans des industries, même dans des appartements. Puis l'intention, c'était vraiment sortir de la galerie, puis prendre l'assaut, en fait, la ville, puis d'explorer en fait, des nouvelles manières de diffuser l'art, un art qui ne se vend pas nécessairement, étant donné que la performance, c'est quand même très corporel. Donc, toutes ces investigations-là ont permis de redéfinir des orientations du moment. Donc, ça a amené les artistes finalement à décentraliser les lieux culturels puis d'investir, de rentrer directement dans les régions du Québec. Il y a différentes organisations et événements qui se sont associés à ça, qui ont essayé de développer en fait, de leur côté. Je vais en nommer juste quelques-uns. Il y avait les ateliers convertibles à Joliette, il y a eu Os Brûlés au Saguenay, il y a eu le Festival Orange à Saint-Hyacinthe, il y a eu Réfugium à Kamouraska. Puis ces préoccupations-là changeantes, ça a vraiment favorisé des événements dans lesquels il y avait une sorte d'hybridation des genres, travail sur le contexte, sur l'apparition de nouvelles manières de travailler entre artistes. Donc, on parle d'autogestion, d'art communautaire, puis d'art collectif. Donc, en s'insérant dans le champ social, la pratique artistique s'est vraiment transformée dans une sorte de riche terrain d'expérimentation. Suite à l'ouvrage en fait, Esthétique relationnelle en 1998 de Nicolas Mouriot, il y a eu vraiment un essor de plusieurs pratiques qui étaient de ce même ordre-là. Donc l'art relationnel, la manœuvre, l'art furtif. Puis c'est sûr que les artistes qui se commettaient dans le contexte art et vie, il y avait bien sûr un décalage par rapport à disons, New York, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60, mais ça c'est une autre histoire parce que l'histoire de la performance est différente en chaque région, dans chaque territoire. C'est sûr que les nouvelles tendances qui ont été créées, ça a amené en fait les créateurs et les critiques à s'interroger sur trois choses en grande partie. S'interroger sur la relation avec le public, à redéfinir l'œuvre d'art, puis aussi à renouveler le rôle de l'artiste. Donc, les enjeux de l'art contemporain, en fait, se sont déplacés vers des productions qui sont insaisissables, donc des formes processuelles, des formes attitudinales, des formes qui sont comportementales. Puis ça a fait vraiment éclater les genres, les standards traditionnels. Fait que ça a modifié un peu le langage réflexif, puis bien sûr l'activité artistique. Je vais juste vous donner quelques exemples qui sont très généralisés par rapport à genre qu'est-ce que c'est réellement. Mais il y avait, disons, Massimo Guerrera, il y avait Rachel Eschenberg, il y avait Sylvie Coton. Eux, ils travaillaient, disons, avec le spectateur, ils voulaient participer que le spectateur participe à la construction de leurs œuvres. Ils cherchaient un petit peu le être avec la proximité, l'échange. Donc l'interaction humaine était vraiment importante. Et puis par la suite, peut-être après la performance, la discussion pour éventuellement arriver avec des nouvelles théories, des nouvelles manières d'exister. Juste un autre exemple, il y avait Constanza Camelo Suarez en 2008. Elle travaillait avec les migrants qui arrivaient au Québec. Donc, leur nouvelle terre d'accueil, c'était ici. Donc, ils déambulaient à Berry-UQAM avec un passeport collé au visage. Puis, ils étaient guidés par des chiens qui
passé par la fondation Mira. Et puis, c'est ça. La photo se trouve juste là, en fait, c'est une image concrète de cette information. Très bonne intervention. C'est sûr que parallèlement à l'homme, oui. Oui, excusez-moi, en fait, tu as parlé d'attitudinal. Je comprends que ça a rapport probablement avec l'attitude, mais Ouais. c'est juste comment, en fait. C'est la même chose qu'attitude, c'est juste que je voulais le conjuguer avec ce processus. Ouais, non, dans l'œuvre en tant que telle, dans la performance, ça c'est juste comment, dans quel genre de performance? Je te réponds après que j'ai fini ça. Reviens-moi. On va prendre des questions à la fin Pour être sûr de ne pas perdre en fait, le fil. Là. En fait, donc, parallèlement à l'art relationnel, il y a eu en fait, l'art médiatique qui s'est vraiment prononcé, qui s'est vraiment développé en même temps dans les années 2000. Donc, on parle de tout un art qui est par rapport à l'efficacité des machines, l'art web, la technologie, qui a vraiment réduit aussi l'espace relationnel qui avait été développé dans les années 90. Fait qu'on assiste vraiment à des laboratoires vivants, plus d'ordre d'installation, des dérives médiatiques, puis les festivals, en fait, qui, par exemple, comme InCube en 2001, Espace émergent en 2003, le festival féministe IHTML, le Mot Multi, Pirate Bloc Radio Institut en 2017, ils mettaient de l'avant en fait l'ingéniosité de l'artiste, mais aussi le progrès. Fait qu'on voyait des installations visuelles qui étaient interactives, on voyait de l'art biotech, il y avait des activités de médiation puis des interventions qui étaient aussi faites sur le web. Juste à titre d'exemple, Catherine Lescarbot, qui est une artiste de la relève, elle formule des sortes d'analyses avec des plantes d'intérieur qu'on retrouve dans les espaces institutionnels. Il y a eu Kelly Jacqueline Andres qui mélange des micro-organismes pour créer des installations qui sont interactives. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au milieu des années 2000, c'est qu'on a assisté à une sorte de revirement par rapport aux problématiques qui avaient été développées dans les années 90. Donc, il y a plusieurs étiquettes, plusieurs approches en fait, qui avaient été articulées, qui se sont comme un peu effritées, qui se sont comme affaiblies, ou se sont essoufflées, si on veut, comme disons l'happening, l'art corporel, situation construite, l'intermédiaire, l'art relationnel qu'on entend presque plus parler depuis 2010, mais qui s'est muté vers d'autres termes, l'interaction. Donc, il y a des artistes à ce moment-là qui en ont profité pour jouer des performances vers d'autres choses, comme disons le reenactment. Il y en a qui ont exposé les traces d'art-action, soit en vidéo, soit au niveau sonore, soit en photographie. Puis il y en a d'autres qui ont même essayé de vendre des résidus performatifs. Il y en a d'autres qui sont arrivés qui ont réactivé disons, le tableau vivant. Je pense à Vicky Sabourin. Elle, en fait, elle convient le spectateur dans ses installations, puis chercher une proximité avec les corps, des échanges, des regards intimes. Qu'est-ce qui était différent aussi, c'est que les préoccupations des jeunes générations, c'est que c'était plus de rendre souverain la performance comme le fait les autres artistes en fait dans les années 90 ou même avant. Donc, ils ne cherchaient plus à rendre souverain la performance disons, de la danse, de la musique, du théâtre, mais au contraire de se métisser finalement avec les différents mouvements de pensée qui étaient en vogue. Donc, ils cherchaient vraiment à fonder des nouvelles valeurs, des nouvelles énergies pour révolutionner en fait les processus d'action au niveau des mythes, au niveau de la logique, au niveau des activités, puis même des conduites. Ça va? Je ne peux pas tromper, hein? Non. Non? OK. Fait que la performance avait comme besoin d'un vent de changement parce que elle recyclait, selon moi, plusieurs définitions, plusieurs concepts. Puis, voulant se métisser, c'est qu'elle a récupéré plusieurs codes du spectacle ou du divertissement. Donc, ils ont récupéré en fait la scène à l'italienne,
les costumes, des décors. Les artistes aujourd'hui, on peut dire qu'ils portent plusieurs chapeaux, qu'ils soient de provenance du théâtre, de la danse ou de la musique, ou peu importe. C'est que quand ils sont invités dans les événements, ils interchangent un peu leur chapeau, dépendamment du contexte événementiel dans lequel ils sont invités. C'est une manière, en fait, de survivre dans les circuits de l'art. Les organismes ont vraiment généralisé la performance pour métisser les genres. Probablement, en fait, c'était des choses qui étaient peut-être imposées de l'extérieur ou peut-être quelque chose qui était amené par les artistes. Mais ça a fait, ça a valorisé en fait des événements qui traitaient en fait plus du mécanisme d'emprunt, l'esthétique du divers, le recyclage culturel, le chaos, ainsi de suite. Fait que les artistes, quand ils travaillent dans cette généralisation-là qui est arrivée, c'est sûr que ça a fait une esthétique qui est plus standardisée, qui est plus aseptisée. On avait l'impression, moi j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'unicité dans les productions. Puis l'artiste s'est comme soumis d'une certaine manière à des critères culturels. Il a été soumis à la critique. Puis dans les dernières années, j'ai l'impression que leur performance est aussi devenue une sorte d'accessoire de marketing pour plaire aux spectateurs. C'est pour ça qu'il a été probablement interpellé dans plusieurs vernissages. C'était pas n'importe quel type de performance qu'on pouvait voir dans les vernissages, c'était plus des performances qui étaient plus conviviales, plus parodiques, qui étaient spectaculaires. Donc, pour différentes raisons, dépendamment de qui invitait quoi. C'est sûr qu'il y a 4 approches généralisées en fait, de l'art qui sont perceptibles à travers toutes ces années-là. Moi, je vais juste me baser sur 4, je vais essayer de les passer assez rapidement. Il y a eu en fait le scénario ouvert, il y a eu l'installation, il y a eu l'art furtif, puis les échanges. Si on commence avec le scénario ouvert, dans les années 2000, il y a plusieurs artistes, même il y a de nombreux artistes en fait qui ont fait des performances qui étaient réalisées à partir de scénarios qui étaient prédéterminés. Donc, eux autres, ils construisaient à l'avance des narrations qui étaient peut-être complexes, qui étaient programmées, même dans les moindres détails. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu rassurant d'annoncer finalement ces interventions, ces processus. Puis, c'était aussi des stratégies, selon moi, pour prévenir l'imprévisible, prévenir la catastrophe ou une perte de contrôle durant la réalisation. Je pense à Étienne Boulanger, qui est juste ici, qui a fait une performance à Viva. Lui, il agence plusieurs objets sculpturaux, comme disons des systèmes mécaniques, des leviers, des poulies, des engrenages, des catapultes, parce que ce genre de performance-là, il n'y a comme aucune marge d'erreur qui est permise, sinon il peut comme rater en fait sa prestation ou qu'est-ce qu'il voulait faire, son objectif initial. C'est sûr que quand on pense à la performance, l'imprévu, c'est comme un élément incontournable qu'on connaît depuis ses fondements. C'est sûr que si on regarde les artistes de Danny Godreau, Emmanuel Guibon, Francis Argouin, Sarah Letourneau, on adopte, j'ai l'impression que ces artistes-là ont plus adopté l'approche du scénario ouvert. Il y a comme un scénario qui est là, mais en même temps, dans la prestation, il insiste sur une sorte de point d'interrogation qui traîne, comme s'il était ouvert finalement à tout ce qui peut arriver, à toutes les erreurs, à toutes les possibilités d'échouer. Pourquoi? Parce que je pense que ça fait partie de l'expérience en performance. Si on va vers l'autre point, puis on ouvre on s'en va vers l'installation. Dans les années 2000, la performance, c'était des propositions qui ont commencé avec des propositions plastiques qui étaient souvent complexes, qui étaient même coûteuses. Donc, c'était souvent des plasticiens qui avaient une sorte de vision du faire
mais qui se produisent à l'intérieur de structures qui révèlent en fait du produire. Donc, comme par exemple, Carl Bouchard, Martin Dufresne, qui sont juste ici, eux autres, ils ont fait une performance à un moment donné à Skoll, qui était tranchée par une guillotine qui était en miroir, une photo qu'on peut voir quelque part ici. Puis, ils passaient plusieurs heures à se faire les poches, à se caresser, à s'abuser mutuellement parce qu'ils ne pouvaient pas bouger, ils étaient retenus par la tête au sol. On peut penser aussi à Doyon de Lovers, qui ont fait une installation qui est juste ici, donc hors les murs, qui était à Montréal, qui était à 5, ils ont fait une structure qui était à 5 mètres au-dessus d'un toit, donc d'un building. Ils prenaient plaisir à converser d'amour, à s'engueuler, ils parlaient de théorie, ils se frenchaient, ils faisaient plein de choses. Puis toutes ces discussions-là, en fait, étaient enregistrées par des capteurs qu'on voit en dessous des fils et qui étaient finalement diffusés en temps réel à Artex. C'est sûr que la fin des années 2000, l'installation, c'est comme décrit comme une pratique qui est non disciplinaire, c'est-à-dire une pratique qui est non traditionnelle. On a assisté à plusieurs projets, des projets chaotiques, des projets très déterminés, mais qui étaient souvent imposants, puis qui ont même amené à ce que le corps disparaisse au profit de dispositifs artistiques. Fait que c'est sûr que ce genre d'expérimentation-là dans l'installation, ça demande de la patience et du temps pour être apprécié, parce que c'est quand même différent, mais je crois que c'est un devoir des artistes de faire un important travail sur l'éducation du public. Si on va vers l'art furtif, dans les années 2000, c'est sûr qu'on a connu, encore aujourd'hui, même encore plus aujourd'hui, une sorte de crise de la surexposition de soi en performance, et même beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait que l'art furtif, les artistes qui sont dans ce domaine-là ont opté vraiment vers des pratiques qui sont différentes, vers des pratiques qui sont plus silencieuses et qui risquent des fois de passer inaperçues. Il y a des centres d'artistes qui ont initié quelques événements qui se sont prêtés au jeu. Il y a Optica, l'Expérience de la Ville, il y a eu Skoll et Comment Suron qui ont fait quand même un bon ouvrage. Il y a eu Vertical avec Faire pousser l'invisible, la Fabrique culturelle, il y a eu Péristyle Nomade avec Manigance. Donc, eux, en fait, ils ont décidé de faire des événements, mais qui sont complètement à contre-courant du mouvement actuel. Puis, parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, tout est une question de visibilité. Donc, il y a eu, dans l'art furtif, il y a des artistes comme, disons, André-Éric Tourneau ou Marie-Claude Gendron qui pratiquent la géotransgression. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte de performance dans laquelle ils travaillent la fixité ou l'inaction dans des contextes urbains, mais qui sont vraiment mouvementés. Comme exemple, de ne pas bouger rester immobile dans un aéroport, qui est finalement tout le temps en mouvement, ou dans un espace public, ou peu importe. Donc, leur présence, ça devient comme une sorte elle devient provocatrice. Pourquoi? Parce que ça devient une sorte de comportement qui est suspect ou antisocial. Donc, ces personnes-là, souvent, sont arrêtées, sont interpellées par ceux qui font régner l'ordre parce que, c'est le même. Fait que, il y a John Boysenfield, en fait, qui va un petit peu vers, qui a fait une performance en 2017, qui était par rapport à l'anonymat ou plus la distanciation. Il s'inscrit dans l'art furtif, mais comme vous allez voir, c'est quand même, il passe à faire un petit peu de sa subtilité. Pourquoi? Un petit peu pour décrire ce qu'il a fait, il avait prescrit 48 micro-récits qui étaient donnés à 8 performeurs. Ces 8 performeurs-là devaient faire la même action à toutes les heures de la journée, entre telle heure et telle heure, et aux mêmes endroits. Donc, comme disons, acheter une crème glacée, échapper en fait une plante sur le sol, toujours au même endroit, se faire prendre en photo par des touristes, dribbler un ballon de basketball, par exemple. Donc,
c'est sûr que quand on fait de l'art furtif, dans des sortes ça c'était au marché à Toiteur, il y a comme l'étrangeté qui se crée, surtout si on est en interaction avec des commerçants ou en fait des personnes qui travaillent à ce niveau-là. C'est sûr que, en bout de ligne, se questionner par rapport à l'intervention furtive, savoir se poser la question est-ce que c'est de l'art ou pas, savoir si qu'est-ce qu'on voit, c'est de l'art ou pas, c'est un peu les litiges du passé, c'est un peu des débats qui restent académiques. C'est sûr que l'art de la dissimulation, c'est dur à identifier parce qu'il peut être partout et nulle part à la fois, mais d'une certaine manière, il y a beaucoup à nous révéler par sa singularité ou par en fait, son destin son destin. Donc, on va passer à un autre point, c'est les échanges. Comme vous l'avez remarqué en performance, il y a beaucoup d'échanges. À la fin des années 90, le Conseil des arts avait prescrit en fait, au centre autogéré d'articuler des mécanismes qui permettent en fait, de créer des échanges, qui permettent en fait, aux créateurs d'être en contact avec, disons, d'autres centres à l'étranger, d'autres artistes. Il y a eu beaucoup au Québec d'artistes qui ont profité de l'éclosion en fait, des réseaux événementiels pour créer des contacts outre-mer, des contacts qui étaient multiculturels. C'est sûr que l'ère d'Internet a beaucoup donné d'ampleur pour cette forme qui est coopérative. Puis bien sûr, quand on parle d'Internet, on parle de vitesse. Donc la vitesse de diffusion artistique outre-mer, c'est vraiment aussi accéléré à ce niveau-là. C'est sûr que les échanges ont donné naissance à l'artiste qu'on peut qualifier de nomade, c'est-à-dire ça a donné naissance à des pratiques qui sont individuelles, des pratiques qui sont collectives, mais qui se déterminent aussi selon des contextes. Ici, la RIAP, par exemple, a inséré beaucoup d'art, beaucoup d'artistes pour que l'art, il a inséré l'art en fait où il y en a peu, puis il a organisé beaucoup d'échanges internationaux. Mexico en 2002, Cardiff au Pays de Galles en 2004, la Habana à Cuba en 2008, Sao Paulo en 2011. Il y a le lieu aussi qui est annexé à l'ARIAP. Donc, il y a eu beaucoup de délégations d'artistes québécois à l'étranger, donc en Pologne, en Irlande, en Argentine, à Bangkok, puis cet été, il y a un mois, à Xi'an, en Chine. Xi'an. Fait que, il y a eu plusieurs aussi autres initiations au Québec qui ont essayé d'amener en fait une pensée, disons peut-être différente, plus riche si on veut. Donc je parle de IAPAO, donc International Association for Performance Art organisateur, qui avait vraiment fonctionné entre 2000 et 2004. C'était une sorte d'organisation qui était décentralisée, horizontale, sans hiérarchisation, qui a été fondée au Québec par Sylvie Ferré, Sonia Pelletier, Paul Couillard, qui est ici, André-Éric Letourneau. Puis l'idée, en fait, ça s'est vraiment articulé en Finlande par la suite avec Roy Barra, Sylvie Coton, Else Jefferson, Denis Romanowski. L'idée, c'était vraiment de favoriser la discussion, les différentes dimensions théoriques puis pratiques de la performance. Fait que c'est sûr qu'il y a eu aussi beaucoup d'autres échanges organisés par d'autres centres au Québec, comme le mois de la performance à San Francisco en 2002. Il y a eu la Chambre Blanche à Romano, il y en a plusieurs, j'ai mis celle-là. Il y a Manif d'art au Guatemala, Art Nomade en Finlande, Loftea en France. Il y a eu plusieurs aussi artistes, commissaires qui ont initié des échanges nationaux et internationaux. Je pense à Amélie-Laurence Fortin avec le Musée d'art contemporain à Cracovie, Constanza Camelo avec l'Amérique du Sud, donc la Colombie, le Brésil, le Pérou. Il y a eu aussi James Bartek à Casablanca au Maroc. C'est sûr que, là j'en ai juste dit quelques-uns, la liste n'est que sommaire. Il faudrait vraiment prendre conscience vraiment de tous les développements qu'on a réussi à faire en performance.
faudrait en fait créer cette liste-là des 20 dernières années. Ce serait intéressant à voir. C'est sûr que quand on parle d'échange, on parle de fric, on parle de financement. C'est sûr que c'est des activités qui sont pas évidentes aussi pour trouver l'argent, le financement, les subventions. Un artiste qui est invité aujourd'hui à l'étranger, ben c'est sûr qu'il ne peut pas répondre à toutes ces invitations-là parce qu'il y a beaucoup de frais de voyage élevés, comme on le sait. Pour discuter du financement, de la valeur marchande de la performance, depuis 2013, il y a 15 représentants d'organismes pan-canadiens qui se sont réunis depuis 2013 pour trouver des solutions, pour vraiment analyser en fait la situation. Ça a commencé avec Live Biennale à Vancouver en 2013. Après, il y a eu en fait la Biennale du performatif en 2014. Il y a eu avec ARCO, donc Artist Run Center and Collective Ontario. En 2015, il y a eu la FAS. Il y a eu en 2016, il y a eu à Calgary en 2016, puis cette année à la RIAP, donc c'était à partir de jeudi et vendredi, ça s'est fait. Donc il y a eu beaucoup de monde aussi qui sont venus pour ça. Je pense que c'est Arca, pas Arco. Arca, À moins, c'est l'école pour ça. Arca, ben oui, désolé. Francis, à moi, c'est nous qui avons tout organisé. Ouais? Le financement, ouais, c'est l'école. C'est notre. Ah, c'est l'écart, ok. Je crois que t'es fait avec tout le monde ici présent. Ouais, il y a beaucoup d'infos. Je vais venir, je vais aller voir là. Oups. Donc, depuis les années 90, c'est sûr que la condition des performances est vraiment améliorée, mais c'est sûr qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour aller finalement vers qu'est-ce qu'on veut. C'est pour ça que finalement, il y a eu toutes ces réunions-là. Si on passe à un autre grand point, l'institutionnalisation en fait de leur action. C'est sûr que le tournant du millénaire, ça a fait surgir beaucoup de préoccupations qui sont diverses en performance. On a assisté à plusieurs choses. On a assisté à un glissement vers des processus individualistes. Leur action a été livrée souvent sous forme de spectacle, comme une sorte d'idéologie économique, si on veut, dans les circuits de l'art. Il y a eu une disparition du corps au profit des machines. Dans certains cas, le militantisme est revenu à la charge pour changer les choses. Puis, ben, aujourd'hui, ce qui est très connu, c'est de faire de sa vie en fait, l'image d'un spectacle par l'intermédiaire des réseaux sociaux. C'est sûr que l'art du numérique, ça a vraiment modifié nos manières de penser. Puis, bien sûr, les artistes ont repris ça, puis l'ont exploité dans le milieu des arts. Les étudiants puis les artistes émergents à suivre plusieurs programmations des centres d'artistes, ils ont mis sur pied un genre qui s'appelle la performance institutionnalisée. C'est quoi ce genre de performance-là? C'est vraiment des propositions artistiques qui sont subventionnées, soit par des établissements d'enseignement, soit par des établissements privés ou des établissements gouvernementaux. Techniquement, qu'est-ce que c'est? C'est des performances de courte durée qui peuvent être, disons, d'1 minute à 15 minutes. Ça prône la déstabilisation plus que la transgression. Étant donné que c'est souvent des personnes de bas âge, les matériaux qui sont utilisés sont souvent à bon marché. Et l'apport majeur par rapport à que ces étudiants-là ont apporté, les artistes émergents, c'est vraiment la diffusion par les voies d'Internet. Puis il y a eu, ça a vraiment sensibilisé un plus large public, un plus jeune public aussi. Et puis, c'est ça. Contrairement aux performances qui étaient très perturbateurs des années 60 jusqu'à 90, qui dépassaient souvent les bornes, le performeur qui est institutionnel, il va faire des performances qui sont quand même assez différentes. Pourquoi? Parce que lui, il veut se faire accepter de la critique, il veut se faire accepter de l'autorité, soit des centres d'artistes, soit des musées, soit des journaux, peu importe. Et puis,
j'ai l'impression que le système a converti l'artiste en gestionnaire aujourd'hui, en lui infligeant une sorte de mode de pensée, une sorte de mode d'agir qui est vraiment très cartésien, puis dans lequel son art, en fait, il est soumis à des critères culturels. Donc, en d'autres mots, on a inculqué à l'artiste créatif, à l'artiste indiscipliné, l'artiste désordonné ou iconoclaste, en fait, une sorte de méthodologie, mais qui réclame quand même la discipline, l'obéissance, la consommation, puis le politically correct. Au début des années 2000, je crois que c'est la voie du carriériste qui a vraiment séduit beaucoup d'artistes à prendre l'avenue que je vois, qu'on peut développer aujourd'hui, qui est quand même une sorte de monoculture générationnelle, mais qui va vers le spectacle, qui va vers quelque chose qui est le divertissement. Je te laisse à peu près à ce topo-là, je te laisse 4 axes, sous-axes, qui sont quand même distinctifs, qui est vraiment propre par rapport à l'évolution de l'institutionnalisation en performance. Il y a les événements ponctuels, il y a eu les cours qui ont été donnés au cégep et à l'université, il y a eu les ateliers aussi de performance et bien sûr les structures culturelles. Si on commence avec les événements ponctuels, les étudiants en fait, qui ont assisté à plusieurs programmations des centres d'artistes, eux ont eu envie d'organiser des soirées, des échanges interuniversitaires pour élargir en fait la notion du performatif. À Québec, il y a eu Christian Messier qui a organisé, ainsi que moi-même, des petites soirées. Il y a eu Action de grâce, Toyo Pepperman, soirée de performance à l'Université Laval en 2001-2003. L'idée, en fait, avec tout ça, c'était de créer des situations qui étaient vraiment très éclatées pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est la performance dans tous ses délires, dans son humour, ses visions, puis ses particularités. Si on va vers Montréal, en fait, à l'UQAM, il y avait la performance était davantage rattachée à la danse, la chorégraphie, le théâtre, l'esthétique relationnelle. Au début des années 2000, les soirées ont été rebaptisées Axio, qui a été finalement fonctionnel jusqu'en 2008. Et finalement, c'était de diffuser dans des... Qu'est-ce qui était propre à ça? C'était de diffuser leurs performances dans des lieux qui étaient non académiques. Donc, Fonderie Darling, Ben Mathieu, Easton Block. Et puis, à Montréal, c'est drôle, il y a eu une sorte de quelques années de silence par rapport à la performance, puis elle a ressurgi finalement à l'UQAM avec la RIPA, qui est une rencontre interuniversitaire de performance actuelle en 2012. Puis vraiment, l'idée c'était de promouvoir les pratiques émergentes dans le réseau académique québécois. Donc, bien sûr, il n'y a pas juste eu ça, ça s'est démultiplié aussi sur le territoire, à la grandeur du territoire, partout au Québec. Il y a eu Off Symposium en 2010, La Nuit de la Liberté en 2011, Off Manif d'Art en 2012, Potlatch en 2013, Articulation en 2014. Il y a eu Leg de 2015 jusqu'à aujourd'hui, puis il y a eu Hors Action sur la Côte-Nord. Hors Action, H-O-R-S, Action, donc vraiment pour dire. C'est sûr que la scène performative étudiante, ça a vraiment participé à l'ascension, si on veut, puis l'intérêt de leur performance. Fait que c'est un petit peu ça l'apport. Donc, bien sûr, une conséquence à ça, c'est qu'il y a eu, dans les cours des cégeps et à l'université, il y a eu en fait un apport à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que dans les années 90, à la fin des années 90, je crois que la performance dans ces institutions-là était quand même assez méconnue. Pourquoi? Parce qu'il y avait peu d'enseignants qui détenaient des notions sur la performance. Mais graduellement, ça a commencé à rentrer dans les universités au début des années 2000, avec l'Université Laval, Richard Ecabré, puis il a donné, je pense, 2 ou 3 cours, en fait, différents cours. 2 cours. Il y a eu, en fait, Michael Lachance puis Carole Dallaire à l'UQAM en 2005. Puis, je crois que c'était les premiers cours qui étaient consacrés quand même juste exclusivement à la performance. C'est sûr qu'il y avait d'autres professeurs aussi qui voulaient enseigner la performance à l'intérieur, qui l'ont fait à l'intérieur de d'autres cours, parce que, je vais vous l'expliquer tantôt,
mais ils ont réussi à en faire en histoire, en littérature, en sciences même politiques. Qu'est-ce qui est ardu, en fait, c'est d'enseigner la performance aujourd'hui parce que les professeurs soutiennent des activités qui sont quand même assez marginales, mais ils essaient d'impliquer ça dans des structures qui font régler en fait la culture de l'obéissance puis de l'ordre. Donc, c'est sûr que le défi de leur action institutionnalisée, c'est vraiment de réfléchir ou construire une sorte de proposition artistique, mais qui fait ni vague, qui fait ni bruit, mais qui est paradoxalement ancré vraiment dans le détournement. Fait que les artistes ou les historiens, en fait, qui étaient, disons, indisciplinés, soit au cégep, au bac, à maîtrise ou au doctorat, en fait, l'idée c'était de s'amuser, ceux qui se commettent dans ça, ils essaient de réinterroger, en fait, cette forme-là d'encadrement qui, en fait, les cégeps de l'université, ça devient une sorte de laboratoire où ils peuvent nécessairement tester ces limites-là. Quand on tombe aux ateliers, dans les années 90, il y a beaucoup d'artistes qui performaient dans les années 90 qui ont redirigé en fait leur carrière soit en éducation, bien qu'ils restent artistes. Donc, ils ont enseigné en fait. OK. Donc, il y a eu des enseignants, il y a eu des qui sont allés dans les charges de cours, il y en a qui sont devenus coachs, il y en a qui sont devenus mentors. Puis, mais quand on donne des ateliers de performance, c'est que le processus et l'approche est nécessairement différente de ce qu'on donne au cégep en classe ou dans les universités. Qu'est-ce qui est différent? Fait que c'est comme l'expérience authentique, c'est des axes qui sont bien cernés dans l'atelier, l'être ensemble, l'identité, la capacité de transformation, la non-spécialisation, beaucoup basé sur l'erreur et la vulnérabilité. Dès les années 2000, en fait, il y a eu vraiment, je crois, depuis les années 2000, il y a eu une hausse de demande par rapport à ces ateliers-là. Puis, je crois que ces ateliers sont devenus essentiels pour l'artiste intergénérationnel qui souhaite vraiment vivre l'espace en fait libre de l'économie de la réalité. Donc, c'est beaucoup d'expérimentation, puis ça, je crois que ça aide énormément. Il ne faut pas oublier que dans les années 90, il y a eu aussi des sortes d'auto-workshops. Les artistes participaient, disons, à des ateliers, mais ils ont voulu aussi se sculpter soi-même. Donc, il y a eu Playgroup, qui était de 1999 à 2004. Eux autres, c'était une 3 heures par semaine. Il n'y avait pas nécessairement de thématique. Ils faisaient des exercices individuels en collectif, mais ils se laissaient guider par des idées, soit improvisées, puis ils regardaient où ça allait les amener. Il y a aussi Workshop, un autre groupe en 2014, qui fonctionne aussi en autogestion jusqu'à aujourd'hui. Eux autres, ils se produisent dans des ateliers d'artistes, mais sur une base quand même régulière. Ils ont des thématiques, c'est comme pour expérimenter finalement des actions qu'ils veulent nécessairement créer dans les performances plus tard. Si on arrive avant la conclusion au dernier point, donc au Québec, en fait, la performance est entrée officiellement dans les structures culturelles à partir de 2008, puis dans le processus d'intégration des arts en fait, à l'architecture en 2012, donc à Montréal avec le 222, si vous êtes quand même familier avec ça. C'est sûr que ce genre de performance-là, c'est très contractuel, très institutionnalisé, c'est soumis à une réglementation qui est quand même assez ferme. Je crois qu'il y a eu quand même un retentissement médiatique qui était vraiment planétaire à la suite du passage de Marina Mavrovic au MOA en 2010, puis les artistes se présentent en 2012, bien que je crois qu'à partir de 2010, il y a eu un essoufflement en performance, même s'il y a eu un intérêt de cette discipline-là qui s'est vraiment popularisé au niveau des artistes, au niveau du public, puis sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'il y a eu aussi plusieurs séries américaines qui empruntaient déjà beaucoup de codes du body art, comme Jackass, Survivor, Killer, Karaoke. Il y a eu des films aussi, comme The Family Fang, Poésie sans fin, qui ont fait découvrir aussi qu'est-ce que l'art furtif ou l'art déstabilisant en performance.
Il y a des choses qui ont changé. L'art perturbateur qui était teinté d'abject, je crois qu'il est de moins en moins d'actualité, surtout avec le sadomasochisme, l'art thérapeutique et l'art cathartique. Donc, je parle de la nudité en performance, les fluides corporels, les excréments. C'est sûr que ça manque. Aujourd'hui, j'ai l'impression que plus rien semble ébranler le monde, à part peut-être tuer des animaux, tuer des humains. Vu que la télévision et les journaux couvrent en direct à l'échelle planétaire toutes disons, les catastrophes naturelles, les guerres, les attaques terroristes, tous les conflits idéologiques et tout. Fait que j'ai l'impression que l'axe du subversif a muté vers des nouvelles préoccupations, d'autres critères, d'autres références, parce que la performance aujourd'hui est beaucoup plus encadrée, programmée, autocensurée. Il y a souvent un public qui est très passif, qui en a vu d'autres, mais en même temps, je crois qu'elle n'a plus la même authenticité ou pulsion qu'avant, quoique finalement, c'est ça qui est fait la performance, donc ça change. Juste avant d'arriver à la conclusion, je crois que ce qui distingue la performance institutionnalisée des années 2000, c'est vraiment l'éloge de la différence. Donc on a pu, c'est plus en fait le méta-récit dans lequel on faisait affaire dans les années 90, c'est-à-dire l'être ensemble ou le sujet collectif. Donc, le méta-récit a été comme remplacé par le micro-récit, c'est-à-dire dans les années 2000, par des multidimensions de la subjectivité ou une sorte de pensée qui est fondée sur soi-même. C'est sûr que depuis les années 60, je crois que la culture expressive du moi en performance, c'est un concept que les précurseurs de la modernité nous ont laissé comme héritage, mais donc ça continue. En guise de conclusion, depuis 20 ans, en fait, la performance au Québec, c'est vraiment un phare important dans l'action qui s'est vraiment déployé sur la scène internationale, dans les échanges, dans les festivals. Il y a eu un nombre croissant par rapport à d'artistes qui se commettent dans cette production, dans cette discipline-là. Puis, se poser la question, qu'est-ce que la performance? Ça revient à se poser la question, en fait, qu'est-ce que l'art? Qu'on le nomme performeur, qu'on le nomme poète, artiste, en fait, il y a quelque chose en commun, c'est de construire, c'est la création. Donc, il y a certains qui vont le signer, il y en a d'autres qui vont le manifester, qui vont se manifester, mais par effacement. Mais qu'est-ce qui reste en bout de ligne? C'est la création. La performance, je crois que c'est une histoire d'énergie, c'est une histoire de volonté, c'est une histoire d'accomplissement. Donc, faire de sa vie une œuvre d'art ou une sorte de déclaration performative, ça reste quand même tout le temps en transformation. L'ADN, en fait, de leur action n'est pas coagulé, surtout avec la diversité des approches que je vous ai nommées un petit peu plus tôt et la diversité des orientations. Fait que c'est sûr que je crois que leur action, ça va toujours nous surprendre, ça va toujours, je pense, je l'espère, ça va influencer les nouvelles générations, mais je reste confiant par rapport à toutes les nouvelles préoccupations de l'humain. C'est tout, merci. Alors, je vous proposerais, si vous avez des questions à poser, d'y aller extrêmement rapidement, parce que le temps urge. Y a-t-il de l'eau à quelque part? Y a-t-il de l'eau à quelque part? Il y en a partout. En fait, là, on va passer aux questions. Ça sera rapidement, puis on va prendre une pause d'environ 10 à 15 minutes pour aller se rafraîchir de l'autre côté. Donc, vous avez des questions sur le temps. Je vais aller voir. Je vais remercier. C'est Demandez. OK. Ben, merci. Merci.